Ce soir, Fernand Séguin accueille Albert Memmi. Pour traiter du problème juif, nous nous sommes inspirés de 2 livres dont je vous recommande vivement la lecture parce que c'est ce qu'on a écrit de plus aigu sur la condition juive. Le premier s'intitule « Portrait d'un juif » et le second « La libération du juif ». Et voici maintenant celui qui a écrit ces 2 livres à partir de son expérience personnelle et qui est à l'heure actuelle chargé de conférences à l'École des hautes études à Paris, M. Albert Memmi. Monsieur Memmi, vous êtes juif, cela se sait assez, vous l'avez dit, vous l'avez écrit. Vous êtes quelle sorte de juif? Vous êtes originaire de quel pays? Bien, je suis né à Tunis, en Tunisie. Puis je suis de culture française, je suis universitaire français. Et si je voulais résumer maintenant, je suis, si vous voulez, un écrivain tunisien de condition juive et de culture française. Qu'est-ce que pouvait représenter la condition juive pour un enfant de 10-12 ans à Tunis à l'époque? C'est une question difficile parce qu'on ne se souvient pas de ce long apprentissage de la condition juive. En fait, on découvre lentement que l'on est juif. Je pense qu'on est juif de toute façon, que l'on découvre qu'on ne découvre pas. Mais c'est un long apprentissage. On découvre qu'on est juif par toutes sortes d'incidents, par toutes sortes de rencontres. Et il s'ajoute également, je l'ai dit dans ces livres, que quelquefois on consent à le reconnaître et quelquefois on ne consent pas à le reconnaître. Moi, j'ai choisi, à la suite d'un long itinéraire, d'une longue recherche, de faire le bilan de cette condition. Je crois qu'il valait mieux, en effet, voir l'ensemble du problème, voir exactement ce que je suis. Mais comment, par exemple, votre père et votre mère, qui étaient juifs tous les deux, bien sûr, comment réagissaient-ils à la condition? Vous viviez dans le ghetto à Tunis? Pas exactement. Nous habitions à, mais ça revient au même, nous habitions à quelques centaines de mètres du ghetto. Mon père et ma mère étaient des juifs pratiquants, sans excès, mais enfin, ils appartenaient très, très convenablement, très spontanément à la communauté de Tunis. Et j'ai vécu moi-même dans cette atmosphère de judaïsme croyant, pratiquant, jusqu'à l'âge pour reprendre votre la question de tout à l'heure, jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions parce qu'en effet, alors que pour mes parents, il n'y avait pas de problème, si vous voulez. On appartenait à une communauté, on fêtait les principales cérémonies religieuses. Il allait de soi qu'on était juif, simplement. Évidemment, le monde extérieur posait des questions de temps en temps, l'histoire frappait à la porte. De temps en temps, il y avait une alerte. Mais enfin, dans l'ensemble, ça faisait partie, si vous voulez, du destin juif. De temps en temps, il y avait une alerte, eh bien, on fermait les portes, on fermait les fenêtres, et on attendait la fin de l'orage. Et quand l'orage était passé, eh bien, on ouvrait les portes, on ouvrait les fenêtres, on continuait à travailler. Ça faisait partie, au fond, d'une manière d'être. On ne pensait pas du tout qu'on pouvait en sortir, que ça pouvait changer fondamentalement. Mais de quel côté venaient ces alertes? Du côté arabe, du côté français? Eh bien, c'est assez complexe, vous savez, parce que nous vivions finalement... Mais tout cela, vous savez, je l'ai compris tard. Nous n'avions pas la science infuse de notre condition. C'est une longue expérience difficile et douloureuse que d'arriver vraiment à faire l'inventaire de ce que l'on est, de savoir quelle est sa place dans la société, quelle est sa place par rapport aux autres, quels sont les vrais amis, quels sont les ennemis, ou plus exactement d'ailleurs, cette ambiguïté de l'ami et de l'ennemi. Vous savez que pour la plupart de ces conditions, en fait, il y a des gens qui vous aiment, des gens qui ne vous aiment pas, et des gens qui vous aiment mais, des gens qui ne vous aiment pas mais. Alors pour faire le bilan exact, pour trouver la sensibilité exacte de chacune de ces relations, ce n'est pas très commode. Il est exact que notre génération à nous
à la suite de la guerre, d'abord, qui était vraiment le grand catalyseur, enfin la grande révélation, parce que là, nous avons vu à quel point nous étions isolés. Pour moi, la guerre a été vraiment... Je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais j'étais dans un camp de travail. Je dis tout de suite qu'il n'a rien à voir avec les camps allemands de l'Europe, mais j'étais dans un camp de travail et je me suis aperçu, par exemple, que si je voulais m'évader, ce que j'ai fait d'ailleurs finalement, tout le pays était hostile, de sorte que je pouvais m'évader, et je l'ai fait avec quelques camarades, mais vraiment, je quittais le camp allemand pour un arrière-pays complètement hostile, qui était complètement fermé. Alors je me suis brusquement aperçu à quel point j'étais au fond isolé dans cet univers. Ensuite, ça a été l'après-guerre. Ensuite, j'ai commencé moi-même, alors là c'est une décision complexe qui a commencé par des romans. Je voulais vraiment comprendre qui j'étais. Et j'avais d'abord fait des romans où, vous savez, dans le roman, on ne comprend pas tout à fait ce que l'on est, on commence à sentir ce que l'on est, on commence à déblayer la gangue des événements, des souvenirs. C'était un livre qui s'appelle La statue de sel. Le mot d'ailleurs est assez révélateur, c'est le héros donc se retourne sur son passé et il s'aperçoit d'ailleurs d'une espèce de danger. Il ne faut pas trop se retourner sur le passé, sans quoi on se fige, on devient une statue de sel. Et ça ne m'a pas suffi, le roman ne m'a pas suffi comme outil d'investigation. Il a fallu que je fasse ce que j'appelle des portraits. Ça a été le portrait du colonisé, d'une part, puisque j'étais indigène, juif indigène, dans un pays de colonisation, l'Afrique du Nord. Et quand j'ai fini le portrait du colonisé, je me suis aperçu que... c'est-à-dire, j'avais fini le portrait du colonisé et j'avais pris position en faveur des colonisés. Je ne le regrette pas d'ailleurs, je continue à le dire qu'il fallait que je prenne position en faveur des colonisés. C'était là une espèce de justice historique indéniable. Mais je me suis aperçu que, une fois que la colonisation avait cessé, il restait chez moi une dimension qui n'était pas résolue, qui n'était pas réglée par la fin de la colonisation. C'était le fait que j'étais juif. Pourquoi d'ailleurs? C'est une raison très simple. C'est que les colonisés avaient obtenu leur indépendance, les ex-colonisés, c'est-à-dire les Tunisiens en l'occurrence, puis les Algériens, les Marocains puis les Algériens. Mais nous, la communauté juive, nous continuons dans la nouvelle nation à avoir même un peu moins de droits, presque, un peu plus et un peu moins que dans l'ancienne situation. Donc il fallait absolument que je m'attelle vigoureusement maintenant à cet inventaire-là. Ça me paraissait indispensable. J'ai mis, si vous voulez, toute mon œuvre sous cette espèce d'invocation, celui d'un bilan rigoureux. Il était nécessaire, donc je m'attelle à cela. Et ça a été le portrait d'un juif. Et la libération du juif, qui sont dit-on, dans les milieux littéraires, des livres implacables. Pas seulement dans les milieux littéraires, mais aussi dans les milieux juifs. On dit que ce sont des livres implacables. Parce que vous dites que, par exemple, c'est le premier aspect que je voudrais aborder avec vous, le juif qui se refuse, et je crois que vous avez eu la tentation de vous refuser comme juif, arrive à une impasse, n'est-ce pas? On a toujours la tentation de se refuser. Écoutez, vous employez le mot implacable, c'est un mot qui a été très souvent employé, c'est vrai. Mais je crois que lorsqu'un écrivain veut faire honnêtement son métier, c'est-à-dire qu'il veut réellement cerner la vérité, il arrive un moment où il apparaît implacable. Mais il faut bien que le lecteur sache que quand un écrivain paraît implacable envers un problème ou envers les siens, c'est d'abord qu'il a commencé par être implacable envers lui-même. Vous savez, avant de harceler mon lecteur, et certains de mes livres, je sais que certains de mes livres bouleversent tellement mes lecteurs, quelquefois qu'ils n'arrivent pas toujours à les terminer. Mais vous pensez bien que moi-même, qui ai passé 3 ans pour le premier et presque 4 ans pour le second, je me suis harcelé pendant des journées entières, pendant des mois entiers. Ça n'a pas été commode pour moi. Mais je crois que finalement, c'était le meilleur service que je pouvais rendre à moi-même d'abord, en ce sens que je faisais ce bilan, et également à mon lecteur. Si j'avais fait simplement des livres, si vous voulez, d'apologétique, vous savez, ce livre, on dit, ben, ce n'est pas bien grave, essayons, tout le monde est gentil, ou tout le monde est à peu près gentil, les choses ne sont pas tellement graves, je ne serais pas là ce soir. Bien sûr. Le premier moyen de se refuser comme juif que vous avez exploré, c'est le changement de nom. Les juifs qui essaient de s'assimiler au peuple dans lequel ils vivent changent leur nom plus ou moins, et ça ne donne pas toujours des résultats heureux. Vous racontez à ce sujet-là une histoire dans la libération. Voulez-vous nous la raconter? Oui, c'est une histoire drôle. Vous savez que les juifs sont des créateurs
d'innombrables histoires juives, le monde entier en connaît, mais je n'ai vraiment qu'à puiser dans le lot, à arranger un peu pour les besoins du livre. Mais enfin, je crois que c'est une histoire très véridique en un sens. Donc, deux commerçants qui s'appellent Moscovici et Leibovitz, je crois, se disent un jour que finalement, ce n'est pas une bonne raison sociale pour un magasin, qu'il vaut mieux changer de nom. Et alors l'un d'eux réfléchit et dit, mais c'était en France, et il dit au fond, le mieux c'est de s'appeler exactement comme la majorité de la population. Donc il décide de s'appeler Dupont. Alors Zoberman dit, bon, bah, écoutez-moi, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, mais pourquoi pas Dupont également? Et ils se disent, Dupont et Dupont, c'est tout à fait magnifique, vraiment, c'est la meilleure raison sociale possible. Il s'est aussitôt dit, sitôt fait, ils prennent donc comme en scène Dupont et Dupont. Seulement, voilà ce que ça donne dans la réalité de tous les jours. On téléphone et on demande « Allô, je voudrais avoir Monsieur Dupont. » Alors, l'un des associés arrive et il dit « Mais lequel? Zoberman ou Leibovitz ?» C'est une excellente histoire. Et vous incitez d'ailleurs sur le fait que les Juifs aiment se moquer d'eux-mêmes, ils aiment même tourner en dérision certains des défauts qu'on leur reproche. Et vous racontez aussi à cet égard cette histoire des tables de la loi que je vous demanderai d'évoquer de nouveau. Cela est un peu plus difficile, et va, je crois, un peu plus loin. Oui, je me permets d'ajouter ceci. Si mes livres sont très discutés, personne, parmi mes lecteurs juifs ou non juifs, n'ont discuté le fait de l'humour. Parce qu'en effet, il y a là un phénomène que tous les juifs connaissent et qui est évident, c'est que le lecteur, le juif, se met lui-même en scène dans ces histoires juives. Et finalement, je crois qu'une étude attentive de ces histoires juives révèle en effet tous les refus à la fois, tous les refus du juif de lui-même et à la fois toutes les espèces d'aménagements de ce refus, sur lequel, si vous voulez, on va revenir. Il y a une dialectique d'acceptation et de refus constante. L'histoire à laquelle vous faites allusion, c'est l'histoire des tables de la loi, mais qui va, je crois, beaucoup plus loin. On raconte que lorsque Dieu a mis en forme les 10 commandements, il les a gravés donc sur une pierre, sur une seule pierre. Vous savez que les 10 commandements sont représentés par 2 pierres, les 2 tables de la loi. Et alors, il grave ces 10 commandements et il va voir d'abord un peuple au hasard, parce qu'il n'a pas élu les Juifs tout de suite. Cette élection, cette terrible élection. Il va donc voir un peuple, par exemple les Français, et il leur demande, est-ce que vous voulez les 10 commandements? Alors les Français demandent, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors Dieu énumère rapidement, il dit, voilà, tu ne convoiteras pas la femme du voisin. Alors les Français disent, mais on ne peut plus s'amuser alors. Non, non, nous n'en voulons pas. C'est trop sérieux pour nous. Alors Dieu dit, tant pis, va voir les Allemands. Et il leur dit, voilà, j'ai mis 10 commandements magnifiques sur une pierre, etc. Est-ce que vous en voulez? C'est un cadeau divin, le mot est de circonstance. Et alors les Allemands demandent, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors Dieu dit, il prend un commandement au hasard, il dit, tu ne feras pas la guerre. Alors les Allemands, on ne fait pas la guerre, mais alors, il n'y a plus moyen de vivre alors. Il dit, on n'en veut pas. Enfin, il va voir différents peuples, et chaque fois, le peuple en question voit l'un des commandements qui ne colle pas du tout avec ce qu'il a envie de faire, avec un désir profond. Finalement, il va voir les Juifs et il leur dit, écoutez, voilà, j'ai mis 10 commandements sur une pierre, etc., est-ce que vous en voulez? Alors je lui dis, mais combien ça coûte? Alors, Dieu se dépêche de dire, non, non, ça ne coûte rien, parce qu'il était embêté, ça fait 6 ou 7 peuples qu'il a vus. Et il dit, mais qu'est-ce que... Dieu dit, non, non, ça ne coûte rien, c'est un cadeau. Alors je dis rapidement, ben alors tu m'en donnes 2. C'est une histoire sémite et à la fois antisémite qui aurait pu être écrite par l'antisémite. Oui, et ça m'amène à vous dire que dans le milieu canadien-français, on retrouve aussi certains thèmes antisémites. Nous nous sommes amusés à les styliser sous forme de réflexion, mais ils correspondent à ce qu'on pourrait trouver dans la réalité. Les Juifs? Oh, du monde comme les autres. Il y en a des croches, il y en a des honnêtes. Mais c'est leur manie de se mêler aux autres. Ils s'achètent des maisons, même dans les plus beaux quartiers, avec le résultat que les autres s'en vont, puis
Ça fait baisser la valeur des propriétés, ça. Moi, je suis pour. Si c'était pas d'eux autres, on n'aurait jamais eu notre Seigneur. C'était un juif, notre Seigneur. Les apôtres aussi. Bah, vous me direz qu'ils l'ont crucifié, mais ça fait tellement longtemps de ça. Moi, je les aime pas. Pourquoi, je sais pas. Ils ont des manières à part. C'est vrai, ils sont pas comme tout le monde. À voir ça, tout ce qui les intéresse, eux autres, c'est la pièce. Ils nous regardent de haut à voir ça. Ils se tiennent entre eux autres, ils se prennent pour le nombril du monde. Moi, je les aime pas, moi, tout. Moi, je dis qu'on devrait les imiter. Ils se tiennent entre eux autres. Moi, je les avais. Les Ghanéens, nous autres, ont un bon rien qu'à jalouser. Du moins qu'il y en a un qui a un peu de succès, crac, faut le descendre. Eux autres, ils s'aident. Ça, c'est une leçon qu'on devrait prendre d'eux autres. Bien, ils sont intelligents, cultivés, raffinés, et bien souvent plus que les autres. Tenez, ils ont un sens de la musique. Un bon nombre de grands musiciens sont des juifs. Et des penseurs juifs. Des géants. Einstein, Marx, Freud. Savez-vous ce qu'on dit aux États-Unis? Que tous les bons livres sont soit écrits, soit publiés par des juifs. Moi, je suis con. J'ai pas honte de le dire. J'ai pas peur. D'abord, c'est eux autres qui contrôlent toute la finance. La franc-maçonnerie, c'est eux autres qui ont inventé ça, puis le communisme avec. C'est le genre de monde, tu leur donnes un pouce, ils prennent un pied. Puis, la première nouvelle, tu sais, ils sont partout dans la place. Ah, ils devraient s'en aller. Où? Ah, ça, c'est pas mon problème, c'est le problème à eux autres. Moi, j'ai rien contre eux. Seulement, je trouve qu'ils sont trop bruyants, trop voyants. Mais je les aime bien. Ben, disons que je les aime chez eux. Non, j'aimerais pas que leurs enfants viennent jouer avec les miens. Bon, surtout que ça pourrait causer des problèmes plus tard. Non, je voudrais pas qu'un de mes enfants veuille marier un des leurs, par exemple. Non. Ils ont trop tendance à rester à part entre eux autres. Pourquoi est-ce qu'ils font pas comme tout le monde? Moi, je suis bouché l'impuissante. Hein? Depuis quelques années, ils nous arrivent par grappe. Là. Moi, j'ai perdu mes autres clients. Et eux autres, ils achètent quasiment pas. Du cochon, non. Puis pour le reste, ils font venir leur viande de la ville. Alors, je sais, il paraît que c'est leur religion qui veut ça. Faut que les animaux soient tués par un rabbin d'une certaine manière. Non, ça, je sais ça, je suis pas un ignorant. Non, mais ça revient à ce que je disais. Ils se tiennent trop entre eux autres. Ils sont à part des autres. Ils pourraient pas être catholiques comme tout le monde. Est-ce que ces thèmes, qui dans quelques cas sont un peu ambivalents, vous paraissent être identiques à ceux que les Juifs rencontrent dans d'autres pays où ils se sont établis? Oui, c'est des thèmes moitié xénophobie, moitié racisme, moitié peur aussi devant l'inconnu. Vous savez, nous avons fait une enquête, puisque je suis professeur également, sur le racisme. Et c'est très étonnant à quel point il y a chez les sujets interrogés d'abord une espèce de peur de ce qui est différent. Les gens n'aiment pas ce qui est différent. C'est une espèce de réaction de méfiance. Malheureusement, à partir de ce refus du différent, il y a toute une mythologie. Alors, après ça, on construit une mythologie, une explication, pourquoi ils sont ainsi, ils se tiennent entre eux, bien sûr, mais en plus, ils ont une puissance occulte, ils font du mal, parce qu'on passe alors de l'étrangeté, étrangeté, maléfice, à leur destruction. Oui, c'est le même processus implacable qui s'est répété au cours des siècles. Alors, pour essayer d'échapper à ça, le Juif qui essaie de se refuser, il a recours à l'assimilation. Enfin, il tente de s'assimiler. Selon vous, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est possible de s'assimiler? Écoutez, d'abord, il faut que je dise que toute personne dominée essaye d'abord de se refuser. Ce n'est pas une démarche seulement juive. Et même pour le changement de nom dont nous avions parlé tout à l'heure, ce qui est frappant, c'est que la plupart des hommes qui se trouvent dans une situation menacée pensent d'abord à prendre la couleur du milieu, en quelque sorte, comme le caméléon. C'est une comparaison à la fois désagréable et à la fois très vraie, parce que la première tentative, c'est d'essayer de disparaître dans le milieu, de se faire le moins voir possible. Donc, changement de nom,
ou d'une manière générale, donc l'assimilation. Mais dans l'assimilation, il y a beaucoup de phénomènes, bien sûr, beaucoup de processus différents. J'en ai énuméré quelques-uns. L'assimilation par le changement de nom, le mariage mixte, nous y reviendrons si vous voulez, c'est une possibilité, un essai de disparaître sans disparaître, la conversion religieuse, qui est la pointe extrême de l'assimilation. Parce que là aussi, il m'a semblé, puisque vous avez parlé d'implacabilité tout à l'heure, il m'a semblé nécessaire d'aller jusqu'au bout de toutes les attitudes possibles. Et il est certain que la conversion totale, la conversion complète serait justement la conversion. La conversion, c'est le passage. Je sais à quel point, vous savez, je me rends compte, même encore une fois, en le disant, et pourtant je l'ai dit tant de fois maintenant, je m'aperçois à quel point ça peut être scandaleux pour un juif d'entendre parler aussi froidement de conversion. Est-ce que vous avez déjà eu vous-même la tentation de vous convertir? Honnêtement, non. Honnêtement, non, parce que, comment vous dire, j'ai vécu dans une communauté qui était donc très structurée, cette petite communauté de Tunis, très structurée. Ensuite, je suis devenu ce qu'on appelle un intellectuel de gauche. Vous voyez, je vous dis exactement la situation, il le faut bien. Je suis devenu un intellectuel de gauche, à la mode parisienne un peu, c'est-à-dire que pour moi, il n'est pas question que je trouve la solution d'un problème philosophique dans un retour ni à la religion ni à la tradition. Non pas, je m'empresse de le dire, que je ne comprenne pas qu'un individu précis trouve sa solution dans la religion. Là, il y a un malentendu également. Mais est-ce que vous croyez que, de la part d'un juif, la conversion et par conséquent l'assimilation qui suivrait cette conversion soit possible? Non, non, parce que d'abord, ce dont je me suis aperçu, d'abord, tout le monde s'assimile plus ou moins. Le processus d'assimilation est un phénomène global, général. Tous les peuples sont assimilés, toutes les minorités s'assimilent en plus. Je vous dis, tous les opprimés s'assimilent, mais en plus, toutes les minorités s'assimilent plus ou moins à la majorité. Pour une raison assez simple, c'est qu'elles sont investies de toutes parts par la majorité, par la langue, par les valeurs dominantes, par la culture, par la technique. Vous savez, on parle beaucoup actuellement de l'influence américaine. Je scandalise nos auditoires en leur disant, mais les Américains ont déjà gagné. Ils disent, il faut se défendre contre la technique américaine. Et moi, je me promène, j'étais en Italie il y a quelque temps, et sur la principale place de Milan, il y avait un panneau sur le Coca-Cola qui était plus grand que les édifices d'habitation. Les Américains, d'une certaine manière, ont déjà gagné. La langue, les différentes langues sont truffées de mots américains. Le vrai drame, d'ailleurs, n'est pas là. Mais enfin, ceci nous sortirait de notre problème ce soir. Revenons-y sous l'angle, si vous le voulez, du mariage mixte, qui est une autre façon pour le juif de s'assimiler. Et j'en parle d'autant plus volontiers que vous l'avez écrit vous-même. Vous avez vous-même contracté un mariage mixte avec une personne d'origine catholique. Est-ce que vous croyez que ça puisse être une solution pour le juif? Non. Je vous le dis également avec la même tranquillité, non. Je le dis d'autant plus tranquillement que personnellement, puisque vous me posez la question, je vous réponds, j'ai fait un excellent mariage mixte. Je veux dire que le mariage, de toute façon, est une chose importante dans la vie d'un homme, c'est une chose capitale. Je ne dis pas ça pour le plaisir aux femmes de l'assistance. Je pense réellement que le couple, c'est vraiment, pour l'homme, une des issues possibles à la solitude. Mais le problème que j'ai posé est un problème plus précis. Je veux dire, un homme, en tant qu'individu, peut réussir son mariage. Mais le problème en question, c'est de savoir si un homme dominé, un homme minoritaire, peut régler son problème en tant que minoritaire en faisant un mariage mixte. Je dis non, parce que le problème n'est pas simplement un problème d'individu, mais un problème de groupe. Il ne résout pas des problèmes qui sont des problèmes structurels de groupe, des problèmes collectifs. Est-ce que, par exemple, dans ces cas de mariage mixte entre juifs et gentils, il ne se pose pas des problèmes aigus avec les familles des deux conjoints? Et de quelle façon ça se présente habituellement? Souvent, souvent. C'est-à-dire même, alors c'est la suite de ce que je viens de vous dire, souvent, loin que les individus, en faisant donc une démarche individuelle, règlent un problème collectif qui est un problème important, conflit entre juifs et non-juifs, entre minoritaires et majoritaires, entre colonisés et colonisateurs, parce que j'ai étudié aussi le mariage mixte entre nord-africains et français, ou nord-africains et françaises. C'est le contraire qui se produit, c'est le monde, les conflits des groupes qui viennent s'investir dans le couple. Et le couple, souvent, s'il n'y a pas un grand amour partagé, s'il n'y a pas des intérêts intellectuels, affectifs importants, eh bien, ce sont les conflits des groupes qui viennent retentir dans le couple et qui le font éclater. Alors, j'ai fait un roman, d'ailleurs, qui s'appelle La Gare, qui est le récit d'un drame d'un couple mixte qui éclate.
Mais dans ces cas-là, disons dans le cas du mariage d'un juif et d'une catholique, est-ce que l'oppression vient du groupe juif ou du groupe catholique ou des deux? Elle vient des deux, si vous voulez, en ce sens que le groupe majoritaire n'est pas content, évidemment, de voir au fond l'un de ses membres. Vous savez que jusqu'à une époque récente, et c'est pratiquement fini, mais pas tout à fait, on demandait au conjoint qui épouse un juif, par exemple, l'Église, de demander que la descendance soit sauvée. C'est-à-dire, en termes clairs, que les enfants soient élevés dans la foi catholique. Il disait... Oui, le problème des enfants, si vous voulez, nous allons en parler dans un instant. Nous allons l'évoquer par une petite astuce. Il a été beaucoup question depuis quelques mois du roman La vallée des avalés de Régent Ducharme. Et Ducharme, bien qu'il ne soit pas d'origine juive, a situé l'action de son roman dans une famille dont le père est juif et la mère catholique. Voici un extrait qui illustre certains des problèmes qui se posent au foyer. Ils nous sont décrits par l'héroïne du roman, Bérénice. Mon père est juif, ma mère catholique. La famille marche mal, ne roule pas sur des roulettes, n'est pas une famille dont le roulement est à billes. Quand ils se sont mariés, ils se sont mis d'accord sur une sorte de division des enfants qu'ils allaient avoir. Ils ont même signé un contrat à ce sujet, devant notaire et devant témoins. Je le sais, j'écoute par le trou de la serrure quand ils se querellent. D'après leurs arrangements, le premier rejeton va aux catholiques, le deuxième aux juifs, le troisième aux catholiques, le quatrième aux juifs, et ainsi de suite jusqu'au 31e. Premier rejeton, Christian est à Madame Heinberg, et Madame Heinberg l'emmène à la messe. Second et dernier rejeton, je suis à Monsieur Heinberg, et Monsieur Heinberg m'emmène à la synagogue. Ils nous ont, ils sont sûrs qu'ils nous ont. Ils nous ont et ils nous gardent. Monsieur Heinberg voit d'un œil irrité son avoir jouer avec l'avoir de Madame Heinberg. Il est sur des chardons ardents quand Christian et moi jouons ensemble. Il pense que Madame Heinberg se sert de Christian pour mettre le grappin sur moi, pour me séduire et me voler. Je ne suis qu'une fille. Heinberg m'a, mais il n'est pas content de m'avoir. Il est jaloux de l'autre. Il aimerait bien mieux avoir Christian. Une fille, ce n'est pas bon, ça ne vaut rien. Ça ne me fait rien qu'il s'arrange. Quand Heinberg m'emmène à la synagogue, il me tient par la main avec une grande tendresse. Il me bouscule. Il me tire et me pousse comme si j'étais le chien de la voisine et venait de patauger dans ses plates-bandes. Ça me fatigue, je lui dis de prendre sur lui. Il me dit de parler à mon père sur un autre ton. Change de ton. Nous nous mettons à nous battre, je lui flanque des coups de pied, il me flanque des paires de claques. Tiens-toi tranquille, prie, écoute ce que le rabbi dit. Le rabbi Schneider ouvre son gros livre rouge à tranches dorées. Il lit « Les impies seront brûlés comme la paille ». Dans ma tête, je vois Christian brûlé comme de l'herbe morte. Priez Yahvé. Plus vous prierez, meilleure sera votre place. Plus vous serez près de la reine. Si vous priez terriblement, vous risquez d'être au premier rang quand les impies brûleront. Ça donne honte. On peut considérer que Ducharme pousse le tableau au noir, mais en réalité, est-ce que des problèmes de cet ordre-là n'arrivent pas à se poser dans des familles mixtes? Ça peut arriver, c'est sûr. Je voudrais préciser par la même honnêteté que je ne suis pas contre le mariage mixte. Enfin, je ne suis pas contre le mariage mixte. Je veux dire que si deux individus, un homme et une femme, décident de s'unir et qu'ils pensent que leur bonheur est à ce prix, il faut les laisser tranquilles. Je n'accepte pas cette condamnation des groupes. Je dis simplement qu'ils ne résolvent pas. Je me permets d'insister pour préciser ma pensée, c'est très important, parce que je ne veux pas non plus avoir l'air d'avoir une attitude réactionnaire devant ce problème. Ce n'est pas ça du tout. Si un homme et une femme pensent qu'il faut qu'ils se marient, eh bien, il faut qu'ils acceptent les difficultés et qu'ils les résolvent. Je dis simplement qu'il y a un risque s'ils se laissent justement investir par les groupes, et dans le cas de ces héros, ils se sont laissés investir justement par les groupes, puisque finalement, ils se sont divisés les enfants, n'est-ce pas?
Mais je crois que s'ils sont assez forts, assez courageux, assez lucides, ils peuvent probablement surmonter ces problèmes. En somme, vous avez dit que les diverses formes du refus de soi que nous avons examinées très brièvement montrent que ce refus de soi est à peu près impossible à réaliser, sauf exception. Mais l'acceptation de soi en tant que juif n'est pas facile non plus. Je vous cite Pierre Dalinos, qui était assis à votre place la semaine dernière. Il écrit ceci: les Irlandais n'aiment pas. Les Anglais n'aiment pas. Les Français n'aiment pas. Les Allemands n'aiment pas les Juifs n'aiment pas les Juifs. Il y a aussi le phénomène du Juif antisémite, le Juif qui est en train de s'assimiler, qui devient antisémite. Est-ce que vous considérez que c'est aussi une plaie? Oui, c'est certainement, c'est encore des mécanismes communs, cela, à tous les hommes dominés. C'est-à-dire, dans ce refus de soi, à partir du moment où un homme n'est pas content de sa condition, il a donc tendance à rejeter l'enfant avec le bain, à rejeter la condition avec soi-même. Il n'est pas content de lui-même, n'est-ce pas? L'homme dominé, en général, n'est pas content de soi. Donc, il se refuse. Mais dans la mesure où on ne se refuse pas, au fond, c'est trop difficile de vivre en se refusant. Un homme ne peut pas vivre en se refusant constamment et sur tous les plans. Il y a une espèce de lapsus, en quelque sorte, de ce refus de soi. L'homme se refuse et à la fois, il souffre de se refuser. Et alors, cette résistance et cette volonté de se camoufler, de ne pas être ce que l'on est, aboutit à des désastres. Et le refus de soi, en gros, si vous voulez, pour résumer, parce que le temps passe, je pourrais parler, vous savez, pendant des heures et des heures. Nous écouterions pendant le même temps. Si vous voulez, pour résumer un peu cette dramatique, cette dialectique du refus de soi, je dirais que elle est contradictoire, parce que l'homme dominé se refuse pour échapper à cette espèce d'oppression. Et finalement, que fait-il? Il contribue à son oppression, parce que finalement, il se fait autant de mal que celui qu'il domine, puisqu'il se mutile, il se camoufle, il s'enquiste, enfin, il se fait vraiment tout le mal possible. Donc, personnellement, alors, dans cette espèce d'itinéraire que je poursuis difficilement, j'ai décidé, une fois pour toutes, de ne pas me refuser. C'est vraiment la première démarche de santé, si vous voulez. C'est de dire, à partir de maintenant, il n'y a pas de refus qui tienne. Je ne me refuse pas, je suis ce que je suis, et je vais au contraire faire l'inventaire de toutes mes dimensions d'homme. Cela, je crois que, si je me permets de le dire, pas seulement pour nous, les Juifs, ou pour moi-même comme individu, mais vraiment pour tous mes lecteurs, juifs ou non juifs, c'est vraiment la première démarche, c'est vraiment la première étape de cette reconquête de soi, c'est de se dire, je ne me refuse pas. Il n'y a pas de comédie envers moi-même, de comédie avec moi-même, je vais faire l'inventaire de ce que je suis assez tranquillement. Mais vous avez vous-même montré que cette acceptation de soi, dans les conditions actuelles qui sont faites aux Juifs dans la plupart des sociétés, n'était pas facile non plus. Et vous en avez indiqué quelques dangers. Le danger de se référer, par exemple, à des mythes, de se référer à une fausse grandeur du judaïsme. Voulez-vous vous expliquer là-dessus? Oui, bien sûr. Alors, si donc je refuse le refus de soi, je laisse toutes les démarches de refus de soi comme inopérantes, bien que, encore une fois, j'admette qu'il y a un minimum, n'est-ce pas, d'assimilation. Il est évident qu'un juif aujourd'hui ne peut plus se promener avec des papillotes, et c'est évident. Bon, sauf s'il se concentre dans quelques quartiers spéciaux, et encore. Mais la deuxième démarche, c'est la suivante. Je me suis dit, bon, donc je m'accepte. Mais aussitôt, je me suis dit avec la même rigueur, si vous voulez, par laquelle j'ai commencé, il faut quand même que je me demande qu'est-ce que ça veut dire de s'accepter. Vous comprenez, il y a beaucoup de gens qui disent à partir de maintenant, je m'accepte, je suis fier de ceci ou je suis fier de cela. Eh bien, c'est aussi facile finalement de dire, bien à partir de demain, je suis fier d'être français ou je suis fier d'être juif, je suis fier de ceci. Il m'a paru aussi indispensable de me demander avec la même honnêteté et la même sévérité envers moi-même si je m'accepte, où est-ce que je vais en m'acceptant. Alors, il est certain qu'à ce moment-là, il fallait déblayer le terrain, c'est-à-dire un homme dominé qui s'accepte, qu'est-ce qu'il va accepter? Et je me suis aperçu, évidemment, rapidement, qu'il va avoir tendance, naturellement d'ailleurs, spontanément, à rendre excessive cette acceptation, ce que j'appelle la surenchère. Mais je dois vous dire que j'ai déjà trouvé ça chez le colonisé. Il y a chez le colonisé, chez le noir américain. Actuellement, j'ai fait 2 petites études sur les Noirs américains, à la demande d'ailleurs d'écrivains américains, pour 2 préfaces, une préface et un travail d'introduction. Eh bien,
les Noirs américains, le groupe en particulier qui s'appelle les Black Muslims, les musulmans noirs, font exactement une contre-mythologie qui est prodigieuse. Enfin, il y a une espèce de renversement. Du moins, le thème du Black Power. Mais le thème du Black Power, mais avec un renversement mythologique qui est extraordinaire. Par exemple, ils finissent par dire que Dieu était noir à l'origine. On ne sait pas ce qu'il était en fait, mais Dieu était noir, n'est-ce pas? Alors que pour le... Vous me direz d'ailleurs que les Blancs font la même mythologie. En représentant Dieu sous une forme blanche, avec une barbe blanche, ils font une mythologie également. Mais enfin, chacun sa mythologie. Maintenant, les Noirs américains présentent Dieu comme noir, les anges sont noirs, et savez-vous qui est le mal? Eh bien, c'est l'homme blanc, qui devient le mal par excellence. L'homme blanc est pervers, il est fondamentalement pervers. Eh bien, il ne faut pas vraiment un gros effort pour voir qu'il y a un renversement exact du mythe en contre-mythe. L'homme noir a été accusé pendant longtemps, maintenant il l'accuse à son tour. Il a été jeté le plus bas que terre, eh bien il devient l'homme par excellence, l'homme merveilleux par excellence. Je le dis à mes amis noirs, en m'amusant, ça ne leur fait pas non plus très plaisir. Vous avez, je m'excuse de brûler les étapes, mais vous avez montré aussi l'inanité de ces recours à des fausses mythologies dans le cas du juif. Et avant d'examiner les solutions possibles, vous vous êtes arrêté à deux que je voudrais vous voir évoquer rapidement. La solution politique et la solution écuménique, disons. La solution politique pourrait s'exprimer comme suit. Pour un juif qui veut vivre une vie assez heureuse dans une société de type occidental, le mieux c'est encore de s'inscrire dans les mouvements de gauche, parce que les mouvements de gauche, par nature, par tradition, sont en faveur de l'homme, en faveur de l'opprimé. Mais en pratique, qu'est-ce que ça donne? Mais ici, vous faites allusion, je crois, à des débats assez considérables que j'ai eu à Paris qui m'ont assez ennuyé. Parce que depuis des années, depuis longtemps, depuis le drame colonial, j'ai en effet dit à la gauche française, mais encore une fois, là encore, j'en suis de cette gauche française, donc mes critiques sont des critiques internes. Je ne suis pas un homme réactionnaire qui vient de l'extérieur attaquer la gauche française, elle s'est cabrée. Il paraît que je les embête considérablement, mais je les embête pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. J'ai demandé à cette gauche française, à propos du problème colonial, qu'elle se définisse davantage. Elle nageait dans une espèce de vague. En fait, nous ne pourrons pas aller très loin ce soir, parce que ce n'est pas notre problème, mais elle n'a pas compris, elle n'a pas voulu comprendre la dimension nationale de ces libérations. J'ai eu le malheur de dire ça très tôt, qu'il y avait une dimension nationale et pas seulement socialiste, parce qu'ils voyaient la libération de ces peuples uniquement sur le mode économique et socialiste. Je leur ai dit assez vite, dans ce portrait du colonisé, attention, il y a une dimension culturelle importante, il y a une dimension d'humiliation importante, il y a une dimension nationale, en un mot, et globale. Si vous ne faites pas attention à cela, vous allez rater votre affaire. Ils l'ont raté. Alors évidemment, ce n'est pas très agréable d'avoir quelqu'un qui vous a rappelé un échec grave. Maintenant, évidemment, le juif doit, je le dis encore avec beaucoup de tranquillité, je le crois. Je crois qu'il n'y a pas d'issue pour un juif dans des partis de droite. Pourquoi? Parce qu'ils sont racistes, xénophobes. Donc un juif qui est de droite, à mon avis, est un niais, un imbécile. Je le dis brutalement, mais je le pense. Il faut donc que les juifs dans le monde entier soient pour la démocratie. Mais j'ajoutais tout de suite que c'est un minimum. Un juif ou même un homme d'ailleurs, n'importe lequel à mon sens, est au minimum pour la démocratie parce que c'est un minimum nécessaire. Après quoi, il faut qu'il examine sa spécificité, c'est-à-dire dans cette démocratie, dans cette lutte générale pour la liberté de l'homme, pour la dignité de l'homme, pour l'honneur de l'homme, auquel je crois. Il faut ensuite qu'il dise quel est mon honneur particulier, quelle est ma dignité particulière, quelle est ma place exacte dans la société, dans l'histoire. Alors là, quand je dis ça à la gauche française, on me dit attention, vous êtes en train de faire du séparatisme, vous êtes en train de faire d'insister sur la spécificité, et, disent-ils, vous réintroduisez le problème du peuple élu. C'est absolument faux, il ne s'agit pas de peuple élu ici. C'est un autre problème, capital, important et assez grave, mais il est nécessaire qu'un homme, qu'un peuple, qu'un groupe retrouve sa spécificité, retrouve sa physionomie exacte. Alors à cause de cela, je crois qu'ils sont en train de passer à côté du problème juif. Ils l'ont d'ailleurs passé constamment à côté du problème juif. Et ils ne sont pas contents non plus que je leur dise il y a un drame spécifique. Oui, parce que le régime de gauche en Russie, par exemple, n'a pas empêché des manifestations d'antisémitisme. Et au terme de cette étude, avant d'envisager les solutions, vous avez conclu que
ce que les sociétés dans lesquelles le juif vit désirent, c'est que le juif disparaisse en tant que juif, de sorte que dans les conditions actuelles, la condition du juif devient à peu près impossible, de sorte que le problème demeure entier et dressé face à nous, le juif peut formuler aujourd'hui les mêmes reproches que Shakespeare, dans Le Marchand de Venise, mettait dans la bouche de Shylock. Je suis juif. Est-ce qu'un juif n'a pas des yeux? Est-ce qu'un juif n'a pas des mains, des organes, des sens, des sentiments, des passions, comme vous? Est-ce qu'il n'est pas nourri de la même nourriture, sujet aux mêmes maladies, guéri par les mêmes moyens, chauffé par le même été, glacé par le même hiver qu'un chrétien? Si vous nous piquez, est-ce que nous ne saignons pas? Si vous nous chatouillez, est-ce que nous ne rayons pas? Si vous nous donnez du poison, est-ce que nous ne mourrons pas? Alors, si vous nous outragez, pourquoi ne nous vengerions-nous pas? Puisque nous sommes comme vous pour tout le reste, nous vous ressemblons aussi en cela. Quand un chrétien est outragé par un juif, est-ce qu'il tombe l'autre jour? Non! Il se venge! Quand un juif est outragé par un chrétien, que doit-il donc faire, à votre exemple, sinon se venger? La méchanceté que vous nous avez enseignée, mes maîtres, comptez sur moi pour la mettre en pratique. Mais du diable, je jure, je vous y surpasserai. Il y a bien sûr l'ordre de la vengeance et du talion, c'était Shylock. Il y a l'ordre de la réconciliation. Et à ce sujet, je voudrais vous demander ce que vous pensez personnellement des efforts qui ont été faits lors du dernier concile pour amener une réconciliation avec les Juifs. Est-ce que vous croyez qu'il y a là un début de solution? Écoutez, vous savez que les Juifs ont été très partagés devant ce concile. Beaucoup le soupçonnent d'être seulement, de ne pas être sérieux, si vous voulez, d'être seulement une stratégie. Personnellement, je vous dirais que je crois qu'il faut encourager toutes les bonnes volontés. Je crois que le concile a été positif, qu'il y a là une chose utile et que quand des hommes essayent vraiment de réparer des erreurs, même maladroitement, même avec hésitation, il faut les encourager. Donc je suis pour tout à fait. Seulement, il y a beaucoup de problèmes. D'abord, ce n'est qu'un tout petit commencement. C'est un tout petit commencement. Vous avez vu vous-même qu'entre la première rédaction et la seconde, il y a eu beaucoup d'hésitation. Et d'autre part, alors, comment vous dire? Alors, c'était un problème philosophique pour moi. C'est-à-dire que si on s'obstine à poser le problème en termes théologiques, c'est-à-dire que l'on s'obstine à envisager le rapport judéo-chrétien en termes de mystique, le juif étant celui qui a tué le Christ, alors dans la passion, dans l'espèce de drame qui est la passion, je ne vois pas d'issue. Ça ne me suffit pas, si vous voulez, que les chrétiens soient un peu plus tolérants. Ça ne me suffit pas. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est qu'ils s'intéressent à la condition objective des Juifs. C'est d'ailleurs l'une des conclusions de mon livre. Il faut qu'ils acceptent l'idée que les Juifs sont des hommes vivants, insérés socialement et historiquement, et il faut vraiment qu'ils acceptent s'attaquer aux injustices réelles. Il ne s'agit pas seulement de faire un arrangement d'ordre théologique, d'arranger un petit peu les choses sur le plan de la passion, parce que d'abord le nœud est tellement énorme que je ne vois pas comment on peut le dénouer.
Bien sûr, il faut expurger les livres, il faut faire tout ce qu'a fait Jules Isaac, qui est tout à fait excellent, il faut le poursuivre encore une fois. Mais il faut maintenant un renversement de la situation. Il faut vraiment qu'ils acceptent l'idée que le juif est un être vivant, qui est socialement inséré, qui souffre socialement, qui souffre de racisme, par exemple. Alors, je pose toujours une question clé à mes amis catholiques, parce que j'ai beaucoup d'amis catholiques et je les embarrasse aussi. Vous savez, j'embarrasse beaucoup de monde. Mais j'en suis désolé, vous savez, quand on poursuit une vérité et qu'on essaye de l'exposer exactement, on finit, je m'en aperçois, par indisposer à peu près tout le monde. Eh bien, mais peut-être aussi c'est la preuve qu'on a touché quelque chose. Je leur demande, est-ce que s'il y a une manifestation raciste, est-ce que oui ou non vous lutteriez concrètement contre cette manifestation raciste? Pour moi, il est plus significatif et plus vrai cette intervention dans le concret de la condition juive que beaucoup de discussions sur le plan théologique, que je respecte encore une fois, même si je suis un croyant. Il faut laisser les théologiens travailler. Je suis sûr que d'ici 20 ou 30 ans, il y aura certains changements théologiques. Mais je voudrais, si vous voulez, une preuve concrète. Je voudrais vraiment que l'on s'attaque à la condition juive concrète, également pour les juifs. Je crois que les juifs également doivent s'attaquer à leurs conditions concrètes. Or, dans votre livre, vous citez précisément des écrivains catholiques, qu'il s'agisse de Jacques Madoul, qu'il s'agisse de Danielou, qui semblent dire qu'il n'y a qu'une solution pour ces juifs que nous aimons bien, il faut qu'ils deviennent catholiques. Oui, là j'ai joué un mauvais tour, j'avoue, à des hommes que j'estime d'ailleurs, avec qui je suis dans les meilleures relations du monde. C'est Jacques Nantais, c'est Madoul, qui sont des gens tout à fait excellents, puisqu'ils sont des catholiques progressistes. J'ai joué le mauvais tour d'aligner des citations de Madoul, de Nantais, etc., d'il y a 10 ans, et ensuite des déclarations actuelles. Évidemment, le rapprochement des deux déclarations était assez gênant. Et Madoul m'en a fait le reproche affectueusement, pourquoi avez-vous fait ça, etc. Mais il fallait. Il fallait, parce que je lui ai posé la question, s'il y a 10 ans, vous déclariez que la seule solution était la conversion, comment en 10 ans avez-vous pu changer à ce point? Mais la solution, puisque vous venez de prononcer le mot, la solution, celle à laquelle vous croyez pour les Juifs, c'est quoi? Procédons pas à pas, parce que c'est une solution difficile. Donc, les Juifs sont des gens dominés. S'ils n'admettent pas cette idée, et si les autres n'acceptent pas cette idée, je crois qu'on ne peut rien faire. Je sais que beaucoup de Juifs n'aiment pas que je fasse cette description du Juif comme homme dominé. Si on n'accepte pas que la condition juive est une condition de dominance, une condition d'oppression, disons le mot, je crois qu'on ne peut rien faire. On ne peut commencer à travailler dans une condition d'oppression que si on la reconnaît comme telle. Celui qui vous dit « il n'y a pas de problème », je ne peux rien pour lui. Si après 2 livres, il tire la conclusion que ce n'est pas vrai, je suis un mauvais médecin, enfin, je suis complètement inopérant. Donc, premièrement, le juif est un être dominé. Il n'est pas le seul. Les Noirs américains sont dominés, beaucoup de peuples sont dominés. Il y en a énormément et les problèmes sont parallèles, les problèmes sont similaires, les mécanismes sont communs, avec des spécificités, je l'ai assez dit. Donc, quelle est cette domination? Il faut l'étudier. Cette domination m'a révélé, je crois, que le juif est dominé pas seulement sur un seul point de ses dimensions, pas seulement comme être religieux, pas seulement comme être politique, pas seulement comme être culturel, pas seulement comme être économique, mais qu'il est dominé et gêné dans toutes ces dimensions de son existence. Autrement dit, pour résumer, il est dominé comme peuple. Je sais que cette deuxième étape également est gênante. On admet qu'il est dominé sur tel point ou tel point, mais que l'idée qu'il y a un peuple juif, ça gêne beaucoup, et les uns et les autres. Je vous m'excuse de vous interrompre, mais puisqu'il ne nous reste que 5 minutes, hélas, le temps a filé, voulez-vous nous expliquer brièvement pourquoi vous croyez que l'État d'Israël représente la solution pour les Juifs? C'est simple, parce que je pense que actuellement, je n'en suis pas heureux, mais actuellement, historiquement, pour donner à un peuple sa liberté, il faut lui donner la forme nationale. J'en suis désolé, mais c'est ainsi que l'histoire nous a imposé cette forme. Elle a imposé la forme nationale. Donc, pour les Juifs, il faut également une forme nationale. Cette forme nationale, c'est Israël, ce n'est pas moi qui l'ai fabriquée, c'est l'histoire qui l'a fabriquée et ce sont des jeunes Juifs qui l'ont fabriquée. Elle existe maintenant. On aurait pu discuter de l'endroit. Je ne me suis pas fait faute de le discuter, vous l'avez vu.
j'ai fait toutes les restrictions nécessaires, mais enfin, depuis 18 ans, cet État existe. Eh bien, il me semble qu'à moins de tricherie, ou à moins de se voiler la face, ou de ne pas vouloir voir cette réalité comme on n'a pas voulu voir la réalité négative, de ne pas vouloir voir cette réalité positive. L'État d'Israël existe, et par conséquent, cette nation existe. Et par conséquent, je dis, si un juif veut le rétablissement de toutes ces dimensions d'homme, et personne n'est obligé de vouloir toutes ces dimensions d'homme, croyez-le bien, je ne fais absolument aucune propagande. Je ne suis pas un propagandiste ni un pamphlétaire, vous l'avez vu. Rigoureusement, si on va pas à pas, un homme peut accepter, faire fi d'un certain nombre de ces dimensions, c'est son affaire. Mais si un homme, un juif, un homme opprimé quelconque, veut reconquérir toutes ces dimensions, eh bien aujourd'hui, pour un juif, ça veut dire l'État d'Israël. Voilà. Et vous croyez que même pour les Juifs qui vivraient en Amérique, qui vivraient en France, qui vivraient en Angleterre, le fait de l'appartenance à une nation, même s'ils n'y habitent pas, ça suffirait à les valoriser à leurs propres yeux, aux yeux des autres? Mais c'est déjà fait. Ça a déjà commencé. Mon fils a 15 ans, il a 16 ans, mais il y a un monde dans la psychologie de mon fils qui a 16 ans et la mienne à son âge, parce que mon fils lit des journaux qui viennent d'Israël ou qui viennent de communautés juives, et pour lui, il n'a pas connu la période où il n'y avait pas d'État d'Israël. Évidemment, il se rend compte que c'est beaucoup plus complexe, parce qu'il y a encore des pogroms, des difficultés, des discussions, le juif est toujours mis en question, bien entendu, mais déjà, l'idée que l'État d'Israël existe apporte une espèce de pondération dans cette situation. Ça a déjà commencé, et je suis convaincu que si on interroge à brûle-pourpoint un juif qui veut répondre sérieusement, l'existence de l'État d'Israël a déjà apporté cette pondération. Seulement, j'ajoute que ça ne suffit pas. C'est là aussi également, il faut aller jusqu'au bout, il faut encore pousser le lecteur, comme je me suis poussé. Il ne suffit pas d'acheter des oranges de Jaffa et d'assister à deux ou trois soirées amusantes avec des danseurs. Il faut quand même se demander qu'est-ce que ça veut dire, cela. Eh bien, ça veut dire que il n'est pas question, je ne suis pas niais, je n'ai pas question de dire aux Juifs, à partir de demain, prenez vos valises et allez en Israël. Comme le dit certains sionistes, c'est un peu imbécile, parce qu'on ne peut pas demander à des hommes de 40 ans ou de 50 ans avec des enfants une installation dans la vie de dire partez. D'ailleurs, ce serait d'une espèce de racisme. J'allais vous poser la question à vous-même. Si vous êtes convaincu que l'État d'Israël, c'est la solution, pourquoi, vous qui en avez parlé, ne donnez-vous pas l'exemple et n'y allez-vous pas? C'est pas impossible. Ça ne me fait pas peur, vous savez. Mais j'ajoute, avec la même rigueur, que cette question doit éclater en deux. C'est-à-dire que, supposez que moi j'y aille, ça ne résout pas le problème de tous ces millions de juifs dont je vous parle et qui, pour une raison, plusieurs raisons, et on ne peut pas arracher la vie d'un individu, dire brusquement lâcher tout. En fait, il s'agit de nuancer cette question. Il s'agit d'une référence. Il s'agit que dorénavant, il n'est pas question, et personne n'a le droit, et surtout pas les non-juifs, qui ont assez rendu la vie des juifs difficile, pour leur dire, parce qu'on entend souvent ça, puisqu'Israël existe, et puisque vous êtes pour, pourquoi vous n'y allez pas? Vous m'excuserez, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas à un non-juif, ce n'est pas aux non-juifs de dire aux juifs, maintenant partez, parce qu'ils les ont assez embêtés, pour que maintenant ils ajoutent, et maintenant partez. C'est aux juifs à se décider. Mais enfin, j'ajoute que il faut que ça devienne une référence, c'est-à-dire que dorénavant, il faut que le juif se dise « Israël fait partie de mon univers » et il faut en effet que je me pose les problèmes que cette existence de cet État pose. Et j'ai fait un certain nombre de propositions concrètes. Et il faut en effet que maintenant, à partir de maintenant, que les gens y aillent ou n'y aillent pas. Il faut qu'un certain nombre de gens y aillent d'ailleurs. Vous savez, il ne faut pas non plus exagérer dans l'autre sens. Les gens disent il n'y a pas de place pour tout le monde. Il y a encore de la place pour 2 ou 3 millions de gens, je crois. Et l'État d'Israël, je dis, ne sera complètement solide comme État que le jour où il y a ces 2 ou 3 millions de plus. Je m'excuse de vous interrompre parce que le temps est écoulé. Je vous remercie de nous avoir expliqué avec autant de ferveur la complexité de la condition juive. Et je crois que tous les hommes de bonne volonté sont d'accord avec moi pour voir le jour où vraiment la terre des hommes, c'est le slogan de l'Expo 67, la terre des hommes soit vraiment la terre de tous les hommes. Vous l'espérez.